Il y a eu beaucoup de scandales dans l'histoire du football, dont beaucoup lors de ces 10 dernières années. Le coup de boule de Zidane, L'affaire Zaya. l'affaire Valbuena aussi. Évidemment, vous les connaissez tous. et bah on ne parlera pas de ça. On va plutôt vous parler de scandales un peu moins connus mais qui ont marqué à jamais l'histoire du football. Juste après le générique. Pour le premier scandale de ce Zip Zap, on va remonter jusqu'en 1993 avec l'affaire Bernard Tapie lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille. En mai 1993, un joueur de Valenciennes déclare avoir été contacté par l'OM pour lever le pied lors de son prochain match face à Marseille. Il me propose une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Les Marseillais sont alors deuxième du championnat juste derrière Paris, mais surtout à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions. Le club aurait donc tenté de corrompre le match pour permettre aux joueurs de se ménager et de bien préparer la finale face au Milan AC quelques jours après. Lors de l'enquête, une perquisition prouvera les soupçons. Une enveloppe remplie d'argent est retrouvée au fond du jardin d'un des joueurs de Valenciennes. Malgré cette affaire, le club remportera quand même la Ligue des Champions sur un but légendaire de Basile Boli et marqua l'histoire des clubs français. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau et but But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner! Eh bien, Malheureusement, le bilan de cette affaire sera lourd de conséquences pour l'Olympique de Marseille qui sera relégué en Ligue 2, perdra donc la plupart de ses joueurs titulaires, sera disqualifié de la Ligue des Champions pour l'année suivante et donc ne touchera pas les primes liées à cette Coupe d'Europe. Le club finira donc avec des dettes très dures à combler et le club mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Pour finir, on peut dire que Bernard Tapie a mis le club au tapis. Scandale suivant. Le prochain scandale a eu lieu lors du quart de finale de la Coupe du Monde 86. Le match Argentine-Angleterre. À la 51e minute, le score est de 0-0 lorsque Maradona marque un but. Team. You've seen that match of hard draw of Trevor Steven. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano. Maradona! And the goal is given. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about? Le problème c'est que ce but, il a été marqué de la main. Dans la stupeur générale, l'arbitre tunisien du match accorde ce but. Mais bon, pour se rattraper, il a quand même marqué un but qui est légendaire dans l'histoire du football. Ce fameux but où il part du milieu de terrain et il va dribbler tout le monde jusqu'au gardien et inscrire le but. L'Argentine s'impose finalement 2-1 et remporte son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde. À la fin du match, lors d'une interview, le buteur argentin déclara « J'ai marqué ce but un peu par la tête de Maradona, un peu par la main de Dieu ». Ce qui scelle définitivement la légende de la mano de Dios. Alors pour ce scandale là, je me dois de changer de tenue. Alors il s'agit du plus gros scandale jamais fait dans l'histoire du football. Il s'agit bien évidemment de l'énorme injustice qu'a subi l'Algérie lors de la Coupe du Monde 82. Tout le monde connaît cette histoire. Comment ça vous n'étiez pas au courant les gars? Donc pour sa première Coupe du Monde, l'Algérie affronte directement l'Allemagne. Et bien évidemment la Mannschaft est l'un des grands favoris de la compétition. Et du coup les Allemands étaient très sûrs d'eux. Ils ont quand même été jusqu'à l'arrogance en disant qu'ils dédicaceraient leur 7e but à leur femme, le 8e but à leur chien. Et il y en a même un qui a dit qu'il va jouer contre l'Algérie avec un cigare. Bon bien évidemment ce genre de déclaration aujourd'hui ferait un scandale énorme, à l'époque c'était pas la même chose. Mais du coup c'est l'Allemagne qui s'est fait fumer. Et peut-être du coup en excès de fierté, juste après l'Algérie perd contre l'Autriche. Le dernier match à jouer dans la poule c'était l'Allemagne contre l'Autriche et la situation était que si l'Allemagne gagne 1-0 face à l'Autriche, les deux iraient en 8e de finale. Et c'est lors de ce match qu'eut lieu le gros scandale. Au bout de 10 minutes, l'Allemagne ouvre le score. S'ensuit un spectacle assez pitoyable. Les deux équipes satisfaites par ce résultat jouent à la passe à 10 et tentent presque aucune action. Sur les 80 minutes qui suivent, aucun tac, aucun tir, aucune envie de marquer. Alors grosse déception pour tout le monde. Les gens qui avaient acheté leur ticket, c'était en Espagne, donc tout le public criait fuera fuera, ce qui veut dire dehors dehors. Les supporters algériens ont boulé des billets pour montrer que le match a été acheté. Enfin bref, une grosse déception. Même du côté des Allemands, il faut pas faire d'amalgame. Chez eux aussi c'était un gros scandale. Il y a même eu un Allemand qui a brûlé le drapeau de l'Allemagne pour montrer son mécontentement. Et il y a même le commentateur allemand qui avait les larmes aux yeux et qui avait déclaré Was ist hier übergeht? It's bestimmt gut hat nicht mit dem Football zu tun. Mais ça veut dire quoi mec? Il faut le préciser, nous les polos, on arrivait troisième dans cette Coupe du Monde.
C'est parce que l'Algérie a été disqualifiée injustement. Et donc pour clôturer le sujet, il a quand même fallu 25 ans pour que l'un des joueurs de l'équipe d'Allemagne de l'époque s'excuse et avoue que le match était truqué. Mais bon, c'était une équipe pas très gentille, tous les Allemands ont été derrière l'Algérie, peace and love. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette affaire a changé une règle dans le football. Désormais, les troisièmes matchs de poule se jouent en simultané pour éviter toute tricherie. Mais passons maintenant de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le scandale suivant se passe aux États-Unis en MLS League lors du match DC United contre Portland. Alors que le club de Portland est mené 1-0, il obtient un penalty assez discutable. Can they create a chance? Can they create an opportunity? All the way through towards Cooper. It's a penalty. Referee Jeff Gamble points to the spot as Cooper was hauled down. And here's the Timbers chance in the 64th minute. Ok, alors on voit le défenseur qui tire le maillot de l'adversaire. Il y a contact, certes, mais beaucoup d'arbitres n'auraient pas sifflé penalty sur ce genre de faute. Le penalty est tiré et il est arrêté par le gardien. Mais l'arbitre assistant lève le drapeau pour signaler que le gardien s'est avancé sur sa ligne et décide de faire retirer le penalty. Le deuxième penalty est tiré et rebelote. Deuxième exploit du gardien, il l'arrête pour la deuxième fois consécutive. Mais l'arbitre de touche s'obstine encore une fois et décide d'annuler l'arrêt et de refaire tirer le penalty pour une troisième fois. Et enfin, à la troisième reprise, le gardien encaisse le but et cette fois-ci, comme par hasard, le but il est validé. Alors cette histoire fait l'objet de débats parce que certains disent que l'arbitre a été trop strict et il a suivi le règlement un peu trop à la ligne, et d'autres sont persuadés qu'il y avait corruption et l'arbitre voulait à tout prix que DC United égalise. Quoi qu'il en soit, en pratique, on peut voir que la plupart du temps, les gardiens s'avancent sur leur ligne pour arrêter le penalty. Moi je me souviens par exemple du quart de finale Corée du Sud-Espagne, il y avait polémique où le gardien faisait 3-4 pas avant d'arrêter le penalty et l'arbitre ne faisait pas retirer le penalty. Peut-être parce que la Coupe du Monde avait lieu en Corée du Sud. En tout cas, moi je pense vraiment que l'arbitre était corrompu parce que je pense pas que tous les week-ends en MLS il refait tirer des penalties aux joueurs. Pour continuer sur les penalties qui ont beaucoup fait parler, on vous propose un petit bonus. Donc c'était lors du match FC Nantes contre le PSG où Ronaldinho tire un penalty contre Michael Landreau. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ronaldinho à l'époque c'était l'un des meilleurs tireurs de penalty sur la planète. Du coup Michael Landreau il s'est dit que pour l'arrêter, sa seule chance c'était d'innover. Pour déstabiliser Ronny, Landreau se place à l'extrémité droite des cages et laisse l'autre côté du but complètement libre. Du coup Ronaldinho qu'est-ce qu'il se dit? Il a laissé le côté droit libre pour que je tire là, comme ça il a plus qu'à plonger et l'arrêter. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je tire à gauche pour le prendre en contre-pied et marquer le but. Ou alors il s'est mis à ma gauche pour que j'ai ce raisonnement là, du coup je dois forcément tirer à droite parce que lui il va rester sur son côté et comme ça je marque le but. Alors ça va, t'as suivi? Non, dur, franchement c'était très difficile, j'ai essayé, voilà, jusqu'au bout, mais franchement ça a été pas un plaisir pour moi. Je ne suis pas un génie. Du coup Ronny il a adopté la première solution et il s'est fait feinter, entubé par Landreau, et c'est comme ça qu'il est rentré dans la légende. Et plus d'un sont tombés dans le piège, même les plus grands. On a pu voir que la Juve a fêté récemment son 4e titre consécutif en Serie A, mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été la joie à Turin. En effet, en 2006, la Juve a été condamnée pour une histoire d'arbitrage. C'est le directeur général de la Juve qui a réussi par un trafic d'influence et par de la corruption à choisir les arbitres qui arbitreront les matchs de son équipe. Il était en contact direct avec le responsable des choix d'arbitres selon les matchs et lui dictait ses choix selon son intérêt et évidemment celui de son équipe. En gros, c'est lui qui choisissait ses arbitres. Des écoutes téléphoniques l'ont confirmé et ont également impliqué d'autres grands clubs italiens, comme par exemple la Lazio de Rome, le Milan AC, la Fiorentina et la Regina. La Juve sera cependant la seule équipe reléguée en Série B avec 9 points de pénalité. Le 27 mai 2015, 7 hauts responsables de la FIFA, l'instance internationale du football, sont arrêtés à Zurich. Pour cause des accusations de corruption, de trafic d'influence et de tricherie, notamment dans la désignation des hôtes pour les Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Pour mieux vous faire comprendre, je vais vous expliquer. Pour l'attribution d'une Coupe du Monde, il y a 22 hauts responsables qui sont là pour voter, selon les dossiers, le pays qui va devoir organiser la compétition. Il y a donc 22 êtres humains à convaincre. Dans le cas de la Coupe du Monde 2022 par exemple, malgré un dossier plein de mauvais points, de gros défauts, le Qatar a été finalement retenu. Par exemple, la Coupe du Monde va devoir avoir lieu en hiver à cause des conditions météorologiques et climatiques. Ça va chambouler tous les championnats européens, que ce soit le championnat anglais, espagnol, français, italien. Tout va changer en 2022 pour pouvoir faire cette Coupe du Monde au Qatar. De plus, des gros scandales éclatent déjà sur les conditions de construction des stades où les employés et les ouvriers sont traités comme de vulgaires esclaves. Pour preuve, d'après un organisme international, il y a déjà eu plus de 1000 morts lors de la construction de ces stades voués à la Coupe du Monde. Pour donner un ordre
de comparaison, la construction des structures qui ont permis d'accueillir les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ont causé 8 morts, tandis que les travaux des stades pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014 ont eux causé 6 morts, ce qui fait un écart considérable. Après une analyse de ces quelques points, on se dit que les 22 responsables n'ont pas été convaincus que par des arguments, ce qui a finalement été prouvé par une enquête et conclu par ces arrestations. C'est quand même paradoxal qu'un pays comme le Qatar, qui va interdire l'alcool dans les stades durant cette année de Coupe du Monde, ait pu obtenir cette Coupe du Monde en utilisant des pots de vin. Et en parlant de pots de vin, en France on a carrément les caisses de vin. Alors ce récent scandale concerne le club de Nîmes et plus particulièrement le match Nîmes contre Caen. Alors resituons le contexte de ce match. On est en Ligue 2 et Nîmes joue le maintien et Caen la montée. Et un seul point suffit aux deux équipes pour atteindre leurs objectifs. Donc dans ce cas-là, c'est facile de se laisser tenter et aussi facile de comprendre la suite du scénario. Alors Nîmes sont quand même assez culottés car ils sont partis dans le vestiaire de Caen en leur livrant des caisses de vin pour passer l'accord. Un pot de vin avec des caisses de vin, fallait le faire quand même. Du coup à la mi-temps, les deux équipes se mettent d'accord et ils font un match nul pour que tout le monde soit content. Donc cet apéro convivial a quand même coûté cher à Nîmes car ils ont été rétrogradés en national. Mais bon, peut-être qu'après ils ont ramené du pastis car ensuite la fédération est revenue sur sa décision et ils ont laissé Nîmes jouer en Ligue 2 pour la saison 2015-2016. Mais bon, ils auraient dû apporter le saucisson qui va avec parce qu'ils ont quand même eu 8 points de pénalité. Bon voilà, on espère que vous avez kiffé ce zip zap qui change un peu de ceux d'habitude. Et donc tout de suite on va passer au défi. Vous nous avez envoyé en commentaire un défi pour Gauthier, c'était de faire le slap en PQ. Mais comme on a trouvé que ce défi pouvait peut-être être un peu trop facile, on a décidé de le faire en équipe. Donc voilà, c'est parti pour le défi slap PQ à 4 en équipe, en synchronisé 1, 2, 3, 4, c'est parti, let's go. Ça passe. Oh, ça passe. Oh putain. Ça passe. J'ai l'impression. Défi réussi, n'hésitez pas à vous envoyer des nouveaux défis dans les commentaires comme d'habitude, vous connaissez. Et si vous voulez acheter nos nouveaux PQ, rendez-vous sur le Full Style Shop. Mais pas que du PQ. Jordan, montre-leur que tu peux avoir un maximum de style. Et bim badabim bim bim. Retrouve un maximum de nos méga saps en plus du PQ sur le Full Style Shop. Purée mais ça déchire vraiment.